Bonjour, mon nom est Mélissa Durand. Je suis libraire jeunesse à la librairie Monet et je vais vous présenter aujourd'hui les incontournables pour le mois de février. Il est à noter que certains des livres vont faire partie, dans le fond, de la salle de monde antérieure parce qu'on va reprendre les livres dont vous auriez pu avoir raté la parution au courant du temps des fêtes. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2023. Donc, le premier en fait partie, donc c'est Les Lance-Rêves. En fait, lui, il est d'une salle de monde antérieure, c'est celle du mois de décembre, qui devait faire partie des incontournables de ce mois-là, mais malheureusement, je l'ai un peu oublié, donc c'est mon erreur, je m'en excuse, mais je tenais à vous le présenter en raison de la nature de son sujet. Donc, ce livre-là nous amène quelque part en Espagne, ce qui est quand même assez atypique. D'habitude, on est en France, on est en Angleterre, là, on est en Espagne, c'est vraiment trippant. Et essentiellement, on va nous parler de lance-rêve et de brise-rêve. Donc, comment ça fonctionne essentiellement? Ce sont des gens qui vont lancer des séquences d'action, soit avec un sourire, une chanson, un geste d'amitié. Et cette séquence-là fait un effet domino ou un effet papillon qui va entraîner un effet positif pour une personne. Les brise-rêves sont exactement le contraire. Donc, ça va être une parole mesquine, un geste déplacé, une insulte qui va entraîner une séquence d'action qui va ultimement mener à un malheur. Donc, ce qu'on comprend avec ce livre-là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sophie. Son grand-père, il est lance-rêve et c'est un excellent lance-rêve. Les gens, en fait, les humains sont un peu les outils. Donc, c'est eux qui amorcent les séquences, mais ce sont les animaux qui vont faire les recherches pour trouver qui a besoin de l'aide d'un lance-rêve et qui va avoir besoin de quelqu'un pour les sauver des brise-rêves. Donc, il y a des animaux dans des laboratoires. Et c'est eux qui vont dire au grand-père de Sophie comment lancer la séquence, à quel moment et à quel endroit. On comprend aussi que le vieux grand-papa est malade, donc il ne peut pas continuer longtemps sa carrière. Donc, je vais vous montrer ici, il y a des belles illustrations. Et dans le fond, ça serait le tour de Sophie de prendre la relève, mais il n'y a pas eu malheureusement le temps de la former. Donc, on voit ici, ce personnage-là, c'est le chef des brise-rêves et c'est l'oncle de Sophie, en réalité. Donc, c'est pas évident pour elle. Donc, les Dents de Lion sont, le nom de famille de leur famille, c'est les Dents de Lion et c'est eux qui perpétuent la mémoire des lance-rêves depuis quand même plusieurs générations. Donc, c'est quand même un peu particulier d'avoir un brise-rêve dans la même famille. Il va avoir une histoire d'amitié aussi avec un personnage. Oh mon Dieu, son prénom, comment il s'appelle déjà? J'ai toujours autant de difficultés avec les noms. Martin, voilà, il s'appelle Martin. Donc, Sophie et Martin vont être vraiment les deux plus jeunes lance-rêves. Ils vont essayer de découvrir en fait qu'est-ce qui se trame dans leur village parce que les brise-rêves ont décidé de frapper un grand coup autour de la fête de Noël, créer une séquence qui va être tellement importante en fait que chaque personne qui va être brisée va avoir un effet sur une autre et ainsi de suite. Donc, ça va faire vraiment un état de cynisme général au temps des fêtes. Donc, ce qui est intéressant avec une histoire comme celle-là, particulièrement pour vous les professeurs, vous pouvez en parler à vos étudiants parce que ce sont des séquences que, effectivement, nous, dans la vraie vie, on peut avoir une incidence. Donc, et il l'explique très bien, on peut être à la fois un lance-rêve et un brise-rêve. On peut être à la fois le pétillant et le souriant de la journée, comme on peut être l'élément négatif qui va être une goutte de trop dans la vie d'une personne. Donc, on a tous un peu le pouvoir de rendre le monde meilleur, ne serait-ce que par le choix de nos actions, le choix de nos paroles, le fait d'avoir une attitude positive ou non. Donc, ça peut être très intéressant de même demander à vos étudiants ce serait quoi les actions qui pourraient être propres au lance-rêve versus celles qui pourraient être celles des brise-rêves. Demander des moments où c'est effectivement arrivé et juste de prendre conscience qu'on a un impact sur les autres personnes autour de nous. Ça peut être vraiment très intéressant. Donc, je vous invite à regarder ça. Et c'est le début d'une série. Donc, le deuxième va paraître bientôt en Europe. Ça peut être vraiment très chouette. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler ce matin. Donc, Les Lance-Rêves de Susanna Isern. Le second est un album. Donc, on est toujours... En fait, là, on tombe dans les livres qui sont parus récemment, donc au courant du mois de janvier, donc pour la salle de monde de février. Donc, ici, on a La Princesse Totem, magnifique album, comme vous pouvez le voir, en rose, en bleu. Essentiellement, ça vient revisiter le mythe de la princesse. Donc, souvent, la princesse a un rôle décoratif ou de trophée de chasse. Ici, on n'est pas dans cette logique-là, ça fait vraiment du bien.
On a un amalgame de deux cultures. Il y a des influences autochtones, il y a des influences népalaises également. Donc, je vais vous montrer les illustrations parce qu'elles sont fabuleuses. Donc, je vais vous en montrer juste une ici. Donc, cette princesse-là, qui est juste ici, dont on ne connaît pas le nom, c'est l'aînée d'une famille royale dans son monde à elle, qui est le monde imaginaire. Donc, on sent les influences de plusieurs pays dedans. Et cette jeune fille-là, en tant qu'aînée, a des responsabilités pour plus tard. Donc, il y a différentes choses qu'elle n'a pas le droit de faire parce qu'elle est protégée en vue de son grand rituel, notamment le fait qu'elle ne peut pas marcher. Ça me rappelle les Kumari qu'on voit dans le monde du Népal qui existent pour de vrai. Qui sont des jeunes filles qui incarnent des déesses et elles non plus, elles ne peuvent pas toucher le sol, elles n'ont pas le droit de rire, elles n'ont pas le droit de faire des jeux. Il y a un très très grand sérieux autour de leur rôle et c'est ce qu'on sent ici dans cette histoire-là. C'est une princesse qui fait beaucoup de méditation et donc c'est éventuellement pour faire une sorte de rituel qui va lui permettre d'être à travers l'oiseau totem, donc le grand oiseau qu'on voit ici. Et c'est à travers son regard qu'elle va pouvoir regarder ce qui se passe autour de son château, donc prendre conscience des limites de son territoire. Donc, il faut qu'elle fusionne avec cet oiseau-là. Donc, tout ce qu'elle va voir, c'est à travers son regard. Ça a des limites quand même. Donc, tout va bien se passer. Elle va réussir son rituel. Elle va réussir à faire qu'un avec l'oiseau totem. Elles vont voltiger ensemble aux alentours, regarder les plaines verdoyantes. C'est vraiment très beau. Arrive un moment où l'oiseau va faire une chasse. Il va chasser un lapin. Ça peut sembler banal, mais quand on est à l'intérieur de l'oiseau, c'est complètement autre chose. Et elle, ça va un peu la traumatiser d'avoir goûté le sang, d'avoir vu la terreur dans les yeux du petit lapin. Et ça va entraîner une réflexion de sa part. À se dire, est-ce que je vais être le témoin de mon propre règne? Est-ce que je vais toujours vivre entre quatre murs sans l'avoir vraiment expérimenté? Et c'est ce qui va l'entraîner à aller voyager par elle-même. Donc, on se souvient, ses jambes sont pas fortes, là. Elle n'a pas le droit de marcher. Donc, c'est pas évident pour elle de sortir et c'est contre la tradition. La tradition veut que ce soit à travers l'oiseau. Mais le calcul qu'elle fait, c'est de se dire que son rôle, elle peut le modeler à la personne qu'elle est. Fait qu'il y a quand même beaucoup de concepts qui peuvent être intéressants ici. Parfois, ça a du bon de briser les traditions. Spécialement quand on veut rentrer en contact avec l'environnement qui est quand même son royaume, ça a quand même une grande importance. L'idée de ne pas passer à travers un médium, un intermédiaire pour prendre conscience des choses. Donc ici, on peut parler des enjeux sociaux. Elle a décidé d'aller voir avec ses yeux vus. Il y a tout le côté sensoriel de la chose, sentir les brins d'herbe, sentir l'air autour d'elle. Donc, il y a plein de beaux concepts dedans. C'est vraiment très beau. Les images sont fabuleuses. Et comme je vous disais au début, ça vient complètement changer l'image qu'on a des princesses qui sont un petit peu, comme je disais, décoratives, facultatives. Ici, c'est vraiment une aspirante monarque finalement. Donc, il y a des responsabilités autour de ça. Donc, vraiment un très bel album. Je vous invite à regarder ça de plus près. Le troisième, lui aussi dans la salle salle de montre du mois de février. Troll, qui est ma pépite déjà au début de l'année, je l'adore. Vous aurez remarqué peut-être un petit peu, pour ceux qui connaissent la culture des pays scandinaves, on a différents éléments qu'on retrouve dans La Reine des Neiges de Disney, ainsi que Les Sœurs Hiver, qui est paru l'année passée. Donc, on a une histoire qui est quand même assez longue, donc un petit peu comme La Princesse Totem, je les garderai pour le 2e, 3e cycle. Il y a plein de beaux thèmes pour extrapoler. Je dis pas que c'est impossible pour le premier cycle, mais c'est une histoire qui va être quand même un peu plus longue que la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une petite histoire qui va être racontée par Loki. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Loki, c'est le dieu des ruses, des illusions et de la malice dans la mythologie viking. Et c'est lui qui va nous raconter qu'est-ce qui se passe dans ce village-là. Il va nous amener à... mon Dieu, comment le nom du village? C'était Narvik. Oui, voilà. Donc, à Narvik. Je ne sais pas si c'est un village viking ou un village sami, c'est pas tout à fait clair, mais on n'est clairement pas dans quelque chose qu'on connaît d'habitude. On a des trolls, qui sont des entités qu'on reconnaît dans le folklore scandinave, et ici on nous explique que la raison pour laquelle ils ont des épines sur la peau, c'est parce qu'ils font des mauvais coups. Donc chaque nouveau mauvais coup ou malice va entraîner l'apparition d'une épine sur leur peau, et ça leur fait quand même beaucoup de mal. Le problème, c'est que c'est à cause de ça que les trolls sont incapables d'apprécier la joie et ils vont aller semer la pagaille dans les villages. Donc, on le voit, c'est une roue qui tourne un peu.
On a un troll qui va être un peu plus petit que la moyenne et qui va décider de rentrer à l'intérieur de la maison pour aller faire un peu de saccage. Dans la maison, il y a un objet qui est brisé. C'est un jouet, c'est un petit chien de bois. Et comme il est habitué de détruire des choses, il sait aussi les reconstruire. Donc, il va le réparer pour éventuellement le ramener chez lui dans les cavernes des trolls. Mais les parents vont se réveiller, il va arriver toutes sortes de choses et finalement, le troll doit quitter la maison. Mais ce qu'il va voir à travers la fenêtre, en fait, c'est que l'enfant, c'était son jouet préféré et là, il vient de le regagner parce qu'il est complet, il est réparé. Et c'est drôle parce que ce moment-là, notre troll qui s'appelle Tricultur voit la joie de l'enfant et il y a un drôle de sentiment qui naît en lui et 2 épines tombent. Donc, on peut essayer d'extrapoler ici en disant que le mal qu'on fait aux autres nous retombe dessus, mais l'inverse est aussi vrai. Donc, il va regagner le territoire des trolls et on le voit ici, ils ont tous des grosses épines, ça fait un petit peu Seigneur des Anneaux ici. Et en fait, il va réfléchir à ce qu'il a fait et il va se rendre compte que, s'il répare d'autres jouets, logiquement, les épines devraient tomber. Et c'est ce qu'il va faire. Donc, à chaque nuit, il va peu à peu réparer les jouets et perdre ses épines, regagner le sourire. On le voit ici, il est vraiment tout content. Et à un moment donné, il va même, ça va commencer à sticoter les autres trolls. Donc, ils vont lui demander qu'est-ce qui se passe. Et Tricultur va devoir leur expliquer sa découverte. Et donc, c'est carrément tous les autres trolls qui vont peu à peu se mettre de la partie. Et on le voit, ils vont vraiment physiquement changer. Mais c'est pas au goût d'un certain personnage qui est le chef des trolls. Donc, le chef des trolls, il le dit assez évidemment, ça lui plaît pas parce que sinon, les trolls sont plus comme lui. Donc, on pourrait faire un parallèle ici avec la dictature. L'idée que les mauvais meneurs vont toujours y aller dans le sens qui leur est favorable, selon leur bon désir, sans tenir compte de ceux des autres. Le roi va aller voir Loki, qui est notre narrateur d'ailleurs, et il va lui demander, ils sont en train de changer, ça me plaît pas, qu'est-ce que je peux faire? Et Loki de leur répondre, il n'y a pas des jouets à réparer à l'infini, donc c'est sûr qu'à un moment donné, il va en manquer, et donc tout va redevenir à la normale. Et le dieu a bien raison, à un moment donné, il n'y a plus de jouets, les épines recommencent à apparaître sur la peau des trolls et progressivement, on dirait qu'ils sont appelés à retomber dans leurs mauvaises habitudes. Mais Tricultur veut y croire et va aller consulter le dieu lui aussi. Ce que Loki va lui dire, essentiellement, c'est qu'il y aurait une chance de retrouver ces objets-là en question il doit aller dans le nord pour ça. Et c'est un voyage qui est sans retour. Donc, Tricultur et tous ses amis trolls vont prendre le pari de faire le voyage. Donc, ils vont quitter la grotte et se ramasser dans le froid. On les voit ici, ils se pelotonnent entre eux parce qu'ils ont froid, c'est pauvre vraiment. Et finalement, ils vont se faire secourir par des reines. Et ces reines-là vont les mener dans cet endroit-ci, donc un grand château de bois dans le nord. Et ce château-là, vous l'aurez peut-être deviné pour ceux qui connaissent bien les contes de Noël, ça appartient pas à n'importe qui. Donc, c'est un grand hangar, c'est un grand endroit où on fabriquait des jouets. On les voit ici, ils sont inachevés, il y a une raison pour ça. Nos trolls vont de faire, on pourrait peut-être essayer de déterminer. Bon, ils savent pas trop comment, donc ils vont y aller un petit peu, un peu à l'essai-erreur. Et ils vont rencontrer, ma page veut pas collaborer. Voilà. Donc, ils vont rencontrer le maître des lieux, qui est notre monsieur ici, que vous aurez reconnu, c'est le Père Noël. Donc, c'est un vieux bonhomme qui a les mains trop maganées pour construire des jouets. Donc, c'est un artisan, mais il est ouvert à l'idée de leur montrer comment faire, moyennant, dans le fond, il pourrait échanger, dans le fond, les services des trolls contre le gîte et le couvert. Et c'est ce qui va arriver. Donc, on le voit ici, encore une fois, la transformation des trolls, elle est quand même un petit peu plus prononcée. On le voit qu'ils commencent à changer vraiment et ils s'en vont vers ce que nous, aujourd'hui, on connaît comme étant les lutins du Père Noël. Donc, on le voit aussi au niveau du graphisme, c'est vraiment davantage dans la culture des pays scandinaves. On voit les chapeaux qui se rapprochent un peu de la culture sami. Il y a aussi l'idée que c'est pas tout à fait la fête de Noël, c'est la fête de Yule, qui est la fête du solstice d'hiver dans les pays du Nord. Et la dernière grande péripétie, en fait, ça concerne le roi des trolls, qui est évidemment Foudrage, qui va solliciter l'aide de Loki une fois encore. Loki va briser un miroir et chacun des fragments de son reflet vont devenir des ombres. Et ces ombres-là vont aller attaquer les habitants dans le nord. Mais c'était sans compter le fait que
le Père Noël, et pas n'importe qui. Donc lui aussi, il maîtrise la magie du Nord. Il va ensorceler tous les jouets pour pouvoir affronter, lutter contre les ombres et finalement, ultimement, gagner la bataille. Je vais y arriver. Donc voilà, on les voit ici, c'est la grande bataille et finalement, c'est le Père Noël qui va gagner. Donc finalement, notre tyran va finir tout seul dans sa grotte amère et solitaire, alors que nos trolls ont trouvé leur vocation et ont changé de vie finalement. Donc, et on va le voir à la fin, ça va se clôturer avec une page qui fait écho à la première. Bon sang, j'ai de la misère à tourner les pages. Voilà, voilà. Donc on le voit ici, là, qui souffle la bougie et c'est ainsi que l'histoire se termine. Plein d'axes que vous pouvez utiliser. Démocratie contre dictature, on peut l'utiliser. Changer de vie, c'est possible quand on y met de la volonté. On n'est pas condamné à être ce que les gens pensent de nous. La solidarité également, parce qu'on le voit, Tricotour aurait pu garder son secret pour lui, mais finalement, il l'a partagé avec tous ses camarades. Et ultimement, comme je vous disais, oui, c'est une histoire qui est relative à la période de Noël, mais comme c'est aussi un livre culturel, allez promener vos plus jeunes lecteurs dans l'univers du Grand Nord européen, ça peut être très intéressant. Il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on peut trouver aussi, mais ultimement, juste d'un point de vue graphique, c'est vraiment une petite merveille. Ça se lit vraiment très bien, c'est du beau français. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et le dernier, c'est l'enlèvement de Perséphone. Pour ceux qui connaissent le tout premier, il y en a eu un autre des mêmes auteurs qui s'appelait Le Bel au bois dormant. Donc, on l'aura compris, c'est également un inversement de genre dans les mythes, cette fois-ci, les mythes grecs. Donc, on a plusieurs histoires, essentiellement les plus connues, où les personnages sont simplement inversés. Ça fait des perspectives vraiment très intéressantes et ça met vraiment l'accent sur des stéréotypes de genre qu'on aurait peut-être pu ne pas voir dans les mythes classiques. Je pense notamment au fait que au niveau qualitatif, les descriptions, les adjectifs, au niveau des personnages, dans celui-ci, tout d'un coup, les femmes deviennent nobles, fortes, puissantes, bien articulées, alors qu'au contraire, les personnages masculins sont filiformes, sont discrets, ils font de la broderie, et ils font pas vraiment beaucoup de remous. On voit que vraiment, tout d'un coup, les garçons prennent vraiment beaucoup moins de place, donc ça montre à quel point, au contraire, les gars en prenaient beaucoup trop dans la mythologie. On voit également comment les perceptions de l'époque étaient différentes, donc on mettait beaucoup d'accent sur le genre, on voulait avoir des garçons, on se débarrassait des filles, on donnait pas vraiment la chance aux filles de vraiment se faire connaître. Au niveau des rôles, on voit également que les filles sont souvent dans le rôle de la fille à sauver. Ça va être aussi le rôle de l'élément de décor, le bonus. Vraiment, les rôles au niveau des filles sont souvent tristes. Les seules qui l'ont un peu moins, ce sont les déesses elles-mêmes. On voit également tout d'un coup que les filles vont vouloir avoir beaucoup de prospects. Zéa surtout, qui est le pendant féminin de Zeus, qui tout d'un coup veut toujours avoir un paquet de beaux garçons autour d'elle, donc on joue un peu avec cette notion-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même les personnages tertiaires, donc les personnages de décor, vont être des filles également, donc les paysannes, les femmes, femmes au sens homme, dans le sens humain. Donc tout d'un coup, même au niveau du décor qui est habité, c'est encore beaucoup des femmes. Parce que dans les mythes d'origine, c'était essentiellement que des hommes. Et qu'il y a plein de choses intéressantes à voir là-dedans. Les illustrations sont quand même assez intéressantes aussi. Je remarque que l'illustrateur a pris le temps de travailler ces personnages. Donc quand on regarde des illustrations des femmes, elles sont très musclées. Elles sont souvent plus habillées aussi. Je remarque que les garçons, tout d'un coup, sont vraiment beaucoup plus nus. Avec des épées, avec des ceinturons, donc il y a vraiment quelque chose au niveau des représentations qui est vraiment quelque chose. Au niveau des personnages animaux également, je pense à la Minogénis qui remplace le Minotaure. On a également les personnages, on les voit, les personnages masculins tout d'un coup sont beaucoup plus filiformes, beaucoup plus fluides, portent des vêtements qui cachent pas grand-chose finalement. Fait que même au niveau des illustrations, on le voit, il y a vraiment beaucoup de travail. Fait que c'est vraiment une joie à lire. On a tous les noms réels à la fin aussi, donc juste histoire de pas se mélanger avec les prénoms. Fait que je vous invite à regarder ça, c'est vraiment plaisant. Parler d'adresser autant aux garçons qu'aux filles leur perception par rapport au mythe. Et ce qui est intéressant dans la préface, c'est ce que la personne qui l'a écrit stipule, entre autres, une histoire
surtout à l'origine des histoires, c'était fait pour être modifié, c'était fait pour être accordé selon les endroits et selon la personne qui raconte. Donc c'est pas totalement insensé de changer les genres non plus. C'est assez récent dans l'histoire qu'on a commencé à figer les histoires et que non, ça c'est la version et c'est fini, on peut plus la bouger. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a autant de réécriture aujourd'hui. Donc, allez voir, ça fait vraiment du bien. Je vous le conseillerais autour du 3e cycle primaire en montant, parce qu'il y a quand même beaucoup de textes. Il n'y a pas vraiment d'agression sexuelle non plus, il n'y a pas de termes litigieux, mais on voit quand même qu'il y a il y a des thèmes qui peuvent être un peu plus compliqués à comprendre, donc ça prend quand même des plus vieux pour le faire. Mais ça vous empêche pas de le raconter au 2e et 1er cycle, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils en pensent, mais je crois que de base, ça pourrait être intéressant pour le 3e. Donc, ça me conclut pour moi. On n'en avait pas beaucoup ce mois-ci, mais on a eu quand même des très très belles œuvres. Donc, je vais vous laisser ici. Donc, je vous souhaite une bonne fin de mois et on va se retrouver le mois prochain. Une bonne journée à vous.